Allez, on y va directement. À Poissy, l'assemblage de voitures neuves doit s'arrêter à l'horizon 2028, et on nous demande d'appeler ça une reconversion. C'est élégant, mais dans les faits, on retire le cœur d'un site automobile, on garde quelques activités autour, et soudain, il faudrait remercier la créativité du service communication. Moi, je veux bien discuter du mot, mais il y a une question plus utile. Si l'assemblage saute, qui a rendu ce site de moins en moins rentable? Tu vois, c'est exactement comme ça que ça commence. On lisse, on reformule, on met du coton autour de la lame. Reconversion. Non. Ce qui arrive à Poissy, c'est qu'un site ouvrier perd sa fonction centrale, que des salariés entendent qu'ils n'assembleront plus de voitures, et qu'on essaye de leur vendre ça comme une transition propre. Une fermeture déguisée, ça commence toujours par un mot poli. Entendu, appelons ça comme tu veux. Mais si on s'arrête au lexique, on se condamne à commenter la casse sans jamais comprendre le mécanisme. La vraie question n'est pas « ce mot est-il choquant ?», mais plutôt « pourquoi un site d'assemblage devient-il fragile dans une industrie censée être stratégique ?» Et là, hélas, les slogans ont tendance à caler plus vite que les bilans. Et ta vraie question sert surtout à évacuer le rapport de force. Parce qu'ici, on ne parle pas d'une météorite tombée sur Poissy. On parle d'un groupe qui arbitre, d'un État qui regarde, d'un territoire qui paye, et de salariés qui apprennent qu'ils doivent accepter la réduction de leur site avec un sourire mature. Quand l'argent public circule, l'impuissance publique n'est pas un fait, c'est un choix. Parfait, donc on a les deux récits. Le tien, abandon organisé, état passif, capital prédateur. Le mien, site devenu fragile au bout d'un système qu'on a rendu de moins en moins viable. Puis, indignation générale quand la réalité présente la facture. Pour une fois, s'il te plaît, essayons d'éviter les pauses habituelles. Toi et ta grande colère morale, moi, le petit démon libertarien monocle. Regardons plutôt la mécanique. Regardons-la jusqu'au bout alors. Mais sans oublier que derrière ta mécanique, il y a des gens, des ouvriers, des familles, des sous-traitants, des commerçants, une ville entière qui comprend qu'on lui retire un pilier. Je refuse cette vieille habitude française de faire disparaître les vies derrière les mots adaptation, rationalisation, ajustement. Poissy, c'est pas un cas théorique, c'est une blessure sociale annoncée. Prenons les faits. Stellantis ne dit pas on rase tout circuler. Il dit l'assemblage de voitures neuves s'arrêtera, mais le site gardera des activités industrielles autour de la pièce, du reconditionnement, du recyclage et de l'impression 3D, avec plus de 100 millions d'euros annoncés. Donc, première précision, on n'est pas face à un désert immédiat, on est face à la fin d'un modèle précis, l'assemblage automobile classique. Et c'est précisément là qu'il faut arrêter de se faire bercer. Tu peux repeindre les murs avec autant d'ateliers annexes que tu veux, si la voiture neuve disparaît, le centre de gravité disparaît. On te retire ta fonction stratégique, puis on te demande d'applaudir parce qu'on t'a laissé quelques dépendances. C'est comme si on retirait la scène d'un théâtre et qu'on expliquait à la troupe qu'elle doit se réjouir car il reste encore le vestiaire. Mais je te demande pas d'applaudir. Je dis seulement qu'il faut cesser de confondre trois choses. Une promesse de maintien intégral, une transformation partielle et une fiction de survie du modèle ancien. Oui, il y a encore des flous. Oui, l'après 2028 n'est pas verrouillé par miracle. Mais considérer que toute mutation est forcément un mensonge permet surtout d'éviter la question centrale. L'ancien assemblage pouvait-il encore tenir sans perte croissante ? Tu sais ce qui est intéressant? Même ceux qui accueillent l'annonce avec prudence ne disent pas « Super, tout est réglé ». Ils disent qu'il faut sécuriser l'après 2028, refuser la précarisation, verrouiller les engagements. Donc même dans les lectures les moins conflictuelles, il y a déjà cette idée simple. Le futur rendu n'est pas acquis, il est encore à arracher. En clair, la direction demande la confiance alors qu'elle n'offre même pas la stabilité. Sur ce point, je suis d'accord. Maintenant, parlons de mon diagnostic, si tu le veux bien. Poissy n'est pas la cause, c'est le symptôme. Le symptôme d'une industrie automobile européenne en surcapacité, d'un marché du neuf affaibli, d'une concurrence plus agressive, et d'une transition électrique plus lente que ce qu'ont rêvé les planificateurs européens du futur. On n'est pas devant un caprice isolé, on est devant une fragilité systémique qui finit par frapper un site précis. Ton symptôme a une fonction très pratique. Il transforme des décisions patronales en maladies anonymes. Non, Poissy n'est pas juste le symptôme d'un grand mouvement impersonnel. C'est aussi le symptôme d'un pays qui n'impose plus rien au groupe, d'un pouvoir qui se cache derrière le marché, et d'actionnaires qu'on laisse arbitrer des vies au nom d'une rentabilité jugée insuffisante. Tu naturalises une décision. Moi, je la repolitise. Tu repolitises surtout en oubliant les chiffres. Le marché européen du neuf reste sous son niveau d'avant Covid. Les véhicules coûtent plus cher, les ménages arbitrent davantage, les constructeurs affrontent des rivaux plus agressifs. Et quand une demande stagne pendant que les coûts montent, les sites d'assemblage exposés commencent à trembler. C'est pas une simple vision du monde, ça. C'est la combinaison la plus banale de l'économie réelle. Volume fragile, marge sous pression et à la fin, arbitrage douloureux. Sauf que tu parles de la demande comme si elle tombait du ciel. Qui a rendu la voiture neuve si peu abordable? Qui a poussé les modèles plus chers? Qui a transformé progressivement la voiture populaire en produit de plus en plus premium? Les industriels aussi. Ils ont orienté l'offre vers ce qui rapporte davantage. Ils ont laissé mourir l'idée d'un véhicule vraiment populaire. Puis ils viennent expliquer que le client ne suit pas. Le marché n'est pas seulement subi, il est aussi fabriqué. Parlons du décor français alors, mais pas juste en théorie. Prenons une voiture sortie d'usine. Avant même qu'elle rencontre un client, elle a déjà traversé une forêt de coûts. Travail chargé, énergie plus coûteuse qu'avant, fiscalité de production, règles, conformité, chaîne d'approvisionnement tendue. Chaque étage ajoute son poids. C'est pas une taxe spectaculaire, c'est pire, c'est une accumulation. On a chargé le sac pierre par pierre et on fait semblant de découvrir qu'il est devenu trop lourd à porter.
Et dans ton sac à dos, il y a toujours le même caillou qu'il faudrait jeter en premier, le travail. Il faut toujours rendre le salarié moins coûteux, moins protégé, plus flexible, plus compressible. C'est fascinant comme vos diagnostics finissent toujours au même endroit. On ne vous entend jamais dire « Réduisons les exigences de rentabilité des groupes, freinons les dividendes, encadrons les stratégies de gamme qui ont transformé la voiture en produit de marge. » Non, la variable d'ajustement, c'est toujours le monde du travail. Non, la variable d'ajustement, c'est surtout la réalité d'un site qui doit vendre ce qu'il produit. Si tu fabriques dans un environnement où l'électricité pique, où la fiscalité frappe avant même le bénéfice, où chaque décision s'empile sur la précédente, tu n'as pas seulement un coût plus élevé. Tu as une usine qui court avec des poids aux chevilles pendant que d'autres partent avec des baskets. Et ensuite, on convoque le patriotisme pour compenser le handicap. C'est touchant, mais tu comprendras bien que c'est très insuffisant. Et moi, ce que je vois, c'est autre chose. Des groupes qui ont appris à faire moins de volume et plus de marge, à monter en gamme, à charger les prix, puis à venir pleurer sur l'abordabilité comme s'ils n'avaient rien décidé. Vous privatisez la stratégie, vous socialisez la casse, puis vous dites aux ouvriers « Désolé, le marché a parlé ». Non, le marché n'a pas parlé tout seul. Il a été dressé, et toujours dans le sens de la rentabilité supérieure, jamais dans celui de la voiture accessible. Je vais peut-être te surprendre, mais sur un point, l'État est bien coupable. Pas parce qu'il n'a pas assez empêché Stellantis, parce qu'il a entretenu l'illusion. L'illusion qu'on pouvait produire toujours plus cher, vendre dans un marché affaibli, subventionner la transition, alourdir le cadre, et appeler ça une stratégie industrielle cohérente. On a subventionné l'illusion, et on a rebaptisé la chute réalité. La voilà la faute politique, la vraie. Merci. Donc même toi, tu admets que l'État a couvert quelque chose. Sauf que ton courage s'arrête toujours à mi-chemin. Tu vois très bien qu'on a entretenu une illusion, mais tu refuses de dire au profit de qui. Au profit des groupes qui ont gardé la main sur les choix de gamme, de prix, d'investissement et de marge. Le marché n'est pas un oracle pour COP. C'est une laisse tenue par ceux qui ont déjà la main. Non, le marché, c'est aussi le moment où les illusions cessent d'être financées. Et c'est précisément ce que vous détestez à gauche. Dès que la réalité cesse d'obéir à la communication politique, vous cherchez un coupable unique. Moi je te dis autre chose. Voici craque là où tout le système craque. Coût trop lourd, trajectoire technologique forcée, marché trop faible, arbitrage plus brutaux dans l'environnement français. C'est pas une excuse, c'est le décor. Et si tu refuses le décor, tu gagnes un beau slogan peut-être, mais certainement pas une industrie. D'accord. On a fait le tour des causes selon Procop, des responsabilités selon moi, et du décor selon les deux. Maintenant, on sort du commentaire, parce qu'expliquer la casse ne suffit pas. La vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait quand un site comme Poissy arrive au bord du basculement? Est-ce qu'on accepte le tri au nom du réel, ou est-ce qu'on décide politiquement ce qu'on protège? Avant d'y venir, si vous aimez ce genre de débat sans coton ni langue de bois, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ça nous aide à continuer. Et ça vous évite de manquer les prochains épisodes où Rosa découvrira peut-être que les marches patronales ne sont pas un bien public opposable. Très drôle. Et maintenant, on arrête les plaisanteries sur les marges sacrées. Parce qu'à partir d'ici, chacun va devoir assumer sa solution. Et là, le masque tombe plus vite. On ne va plus seulement voir qui raconte le mieux la crise. On va voir qui est prêt à contraindre, qui est prêt à laisser faire, et qui accepte au fond qu'un site stratégique perde sa fonction centrale. Ma première ligne est simple. Il faut imposer le maintien d'une vraie production automobile sur le site. Pas seulement une constellation d'activités périphériques. Une production centrale. Pourquoi? Parce que si tu acceptes que le cœur parte, tout le reste devient négociable ensuite. Les effectifs, les sous-traitants, la formation, la place du site dans la filière. Tu n'as plus une usine forte. Tu as un site qu'on accompagne vers une version diminuée de lui-même. Non mais, n'importe quoi. Juste un questionnement, auquel ton camp refuse toujours de répondre. Quel véhicule? Pour quel marché? À quel prix? Avec quelle marge? Et qui paye si ça perd de l'argent? Parce qu'imposer une voiture à Poissy, c'est pas sauver magiquement une usine. C'est décider administrativement qu'une production doit exister, même si sa viabilité économique n'est pas démontrée. En langage moins lyrique, tu veux nationaliser la perte. Et ça peut très vite devenir du capitalisme de connivence. Ou l'expression parfaite du socialisme. Non, je veux que l'État arrête de se comporter comme un spectateur poli. Et non, contraindre un groupe ne signifie pas nationaliser la perte. Ça signifie utiliser enfin le rapport de force publique. Concrètement, si Stellantis veut garder l'accès aux aides, à l'appui public, aux facilités de l'État, alors il y a des obligations. Maintien d'une production centrale, interdiction des licenciements secs, formation prise en charge, et suspension des distributions aux actionnaires tant que les engagements industriels ne sont pas tenus. Magnifique. Donc, ta solution réelle apparaît enfin. Plus de contraintes, plus d'interdits, plus de tutelles politiques, plus de sanctions, et si possible, un petit encadrement moral du capital entre le plat principal et le dessert. Sauf qu'encore une fois, tu n'as pas répondu. Si la production imposée perd de l'argent, qui couvre? L'État? Le contribuable? L'emprunt? L'inflation patriotique? Ou est-ce qu'on espère que la colère sociale servira de business plan? Je vais te répondre précisément. Deuxième ligne. Toute aide, tout soutien, toute relation privilégiée avec l'État doit être conditionnée à des engagements opposables et à des sanctions réelles. Pas des promesses molles, des clauses, des échéances, des pénalités, un contrôle public, un comité de suivi avec des syndicats et élus du territoire. Si un groupe veut l'argent, la légitimité et les facilités de la collectivité, il accepte aussi que la collectivité le tienne par le col quand il tente de se défausser. Encore cette religion de la clause salvatrice. Comme si le papier abolissait le marché. Comme si un comité de suivi allait faire remonter la demande. Comme si une pénalité allait transformer une production fragile en production rentable.
Votre gauche adore signer le réel au stylo. Mais quand l'activité reste déficitaire, le papier ne paye rien. Il documente simplement la trajectoire de l'échec avec une plus belle typographie et davantage de visages graves autour de la table. Tu appelles ça religion parce que tu refuses le mot responsabilité. Moi, j'appelle ça sortir enfin de la comédie où l'argent public amortit le capital sans jamais pouvoir l'orienter. Oui, je veux des obligations. Oui, je veux des sanctions. Oui, je veux des interdictions. Et oui, je veux qu'un groupe qui reçoit cesse de se comporter comme s'il ne devait rien à personne. Ce n'est pas du fétichisme administratif. C'est la moindre des choses dans une économie décente. Tu continues à contourner la cause parce qu'elle te dérange idéologiquement. Produire ici coûte cher. Voilà. Coût du travail, fiscalité, impôts de production, énergie, réglementation. Tu peux entourer ça de comités, de clauses, de sanctions et de grands mots sur la dignité. Si le noyau économique reste instable, tu ne sauves pas une industrie. Tu prolonges sa fragilité sous perfusion politique, en demandant ensuite à tout le monde d'applaudir l'effort collectif. Et toi, tu contournes ce qui te dérange moralement. L'industrie n'est pas seulement une ligne de coûts. Voici, ce n'est pas juste des gens dans les murs. C'est une chaîne entière. Des sous-traitants, des fournisseurs, des ateliers, des commerces, des familles. Donc ma troisième ligne est claire. Protection de tout l'écosystème local. Front territorial de sécurisation. Priorité aux sous-traitants du bassin dans les commandes liées à la transformation du site. Formation et reconversion garantie. Pas laissée à la débrouille. Et là encore, tu transformes la compassion en stratégie industrielle. Sauver toute la chaîne locale à coup d'argent public, c'est souvent étendre artificiellement l'agonie. Si l'activité centrale se fragilise durablement, subventionner tout ce qui en dépend ne la guérit pas. Ça diffuse simplement la perfusion. Et la perfusion, je le répète, ne crée pas de viabilité. Elle achète du temps, parfois utile, certes, mais souvent pour préparer la même chute, juste un peu plus tard et beaucoup plus cher. Tu sais ce que j'entends, moi? Derrière ton mot viabilité, j'entends. Acceptons que le pays se rétrécisse. Acceptons qu'un site fort devienne un site diminué. Acceptons qu'un territoire perde sa puissance productive, à condition que la rédaction du communiqué soit élégante. Voilà ton réalisme. Une réduction ordonnée, lexicalement propre, socialement présentable. Moi, je refuse cette pédagogie du déclassement. Je refuse qu'on appelle maturité le fait d'apprendre aux gens à accepter moins. Depuis tout à l'heure, tu ne fais que me critiquer, mais tu ne proposes rien. Soit. Alors voilà ma sortie puisque tu y tiens, en 3 phrases simples. 1. On arrête de commander la technologie par décret, comme si l'Europe pouvait fixer seule le rythme du réel. 2. On rend à nouveau la France compétitive pour produire. Baisse massive de la pression fiscale, énergie abondante et contractualisée, simplification réglementaire. 3. On laisse pivoter les sites vers ce qui peut encore vivre, au lieu de forcer un symbole industriel sous respirateur. Voici ce que la France insoumise propose, pour simplifier ce que j'ai dit. 1. L'État redevient stratège et contraint réellement les groupes qui profitent du pays. 2. Pas d'argent public sans production centrale, sans emploi protégé, sans contrôle public des engagements, sans suspension des dividendes quand l'industriel recule. 3. On protège tout le bassin, pas seulement les murs d'usine, parce qu'une politique industrielle digne de ce nom ne sauve pas un décor, elle défend un territoire vivant. Mais c'est complètement délirant. Toute subvention, il faut bien la financer en amont. Donc tu alourdis tout le tissu productif pour sauver une activité déjà fragilisée, puis tu constates que le système entier encaisse le choc. Et au lieu de corriger l'erreur, tu fais toujours la même chose. Plus de subventions, plus d'impôts, plus de contrôle. Et par-dessus le marché, une petite couche de moraline pour expliquer que ceux qui objectent manquent de cœur. Et toi, en résumé, tu veux quoi? Moins de droits? Moins de contraintes sur le capital? Moins d'impôts? Moins de puissance publique? Et à la fin un pays qui s'excuse presque d'avoir voulu protéger sa production? Tu ne décris pas le réel, Procope. Tu choisis le camp qui peut déjà décider du réel. Celui qui déplace l'argent, celui qui appelle coût le salaire des autres, celui qui appelle adaptation le sacrifice des territoires. Moi, je choisis le camp qui dit non. Ouais. Pour ce qui est d'imaginer le réel, la gauche a en effet une certaine expérience. Je vais être très simple. On ne sauve pas une usine en niant la rentabilité de ce qu'on veut lui faire produire. On ne sauve pas un secteur en empilant coûts, normes, rigidité et promesses de contrôle, puis en s'indignant quand il s'affaiblit. On ne protège pas durablement les salariés avec des solutions qui supposent de perdre plus d'argent, plus longtemps, tout en prétendant que c'est pas le sujet principal. Parce que tôt ou tard, la réalité présente toujours la note. Il faut arrêter avec ça. La rentabilité n'est pas une vérité neutre. C'est un critère socialement construit, politiquement protégé, et toujours appliqué dans le sens des plus forts. Quand tu dis la note, tu oublies toujours de dire qui l'a écrit et qui la paye. Les salariés, les sous-traitants, les villes industrielles, eux reçoivent la facture sans avoir choisi le menu. C'est pour ça que je refuse de leur vendre ta résignation habillée en lucidité. La rentabilité, un critère socialement construit? Même sous, j'aurais pas osé celle-là. Bref, tu peux moraliser autant que tu veux, ça change rien au point central. Promettre des garanties, des clauses, des contrôles, des interdictions et des comités sans restaurer la viabilité économique, c'est vendre un rêve qui ne se réalisera pas. Et même pire, c'est entretenir l'idée qu'un pays peut ignorer ses coûts, ignorer la concurrence, ignorer ses erreurs réglementaires et sauver l'industrie à coup de volonté politique. Non, ça, c'est pas protégé. C'est mentir. Non, mentir, c'est faire comme si nous n'avions plus le droit de choisir autre chose que l'obéissance au marché. Mentir, c'est appeler reconversion la perte du cœur d'un site ouvrier. Mentir, c'est expliquer qu'entre l'abandon poli et la perfusion absurde, il n'existerait aucune politique de contrainte, de justice et de protection territoriale sérieuse. Quand un pays accepte qu'un site comme Poissy perde sa fonction centrale sans bataille politique majeure, il accepte plus qu'une réorganisation. Il accepte son déclassement. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai choix. Soit un pays décide encore de ce qu'il veut produire, soit il apprend à applaudir sa propre réduction avec un vocabulaire choisi.
Dites-nous en commentaire ce que vous voyez, vous. Une reconversion crédible? Une fermeture déguisée? Ou un pays qui n'arrive plus à protéger son industrie sans s'excuser devant le marché? Et si ce débat vous a été utile, mettez un pouce en l'air. Ça aide vraiment la chaîne à exister, à faire circuler ces confrontations et à continuer de poser les questions que beaucoup évitent.